Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de cette 23e journée de compétition pour nous, 23e vidéo sur ce Vendée Globe. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans les 24-48 dernières heures. Il s'est passé beaucoup de choses, pas seulement sur le Vendée Globe, mais également sur le trophée Jules Verne. On en reparlera. On parlera bien entendu de la météo avec cette tempête qui commence à faire peur un petit peu tout le monde. Certains concurrents l'ont déjà pris. Je pense à Antoine Cornic hier, mais ça va continuer dans la journée. Il y a une deuxième tempête, encore une fois derrière, qui, elle, va inquiéter les bateaux à dérive pour le moment, mais qui inquiétera également les hommes de tête ensuite. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal de choses dont on a à parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous voulez me soutenir, deux solutions, soit vous rajoutez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, et bien plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Deuxième solution, ça c'est seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec la météo. La météo, elle n'est pas évidente. En fait, elle n'est pas évidente. Le schéma de météo, il est classique des mers du Sud, hein. Ça, c'est pas une catastrophe. Là, en fait, on voit que les bateaux de tête sont avant la dépression. Le problème, c'est que cette tempête, elle va être très forte. Tu sais, on a en fait une... parce que le vent va être hyper dur. Grosso modo, ce que disaient Nicolas Lunven et Bayou. Eux, ils sont un petit peu devant. Eux, ils ont du vent instable. Ils ont eu parfois du vent 50-60 nœuds. C'est-à-dire que là, on a l'impression comme ça que sur les dernières heures de course, ils n'avaient pas beaucoup de vent. Ils ont parfois eu du gros vent. Donc le vent, en plus, est assez instable. Les fichiers, bon, une fiabilité en ce moment qui n'est pas exceptionnelle. Et le problème, c'est que donc, cette dépression qui est en train en ce moment de pousser notamment Paul Meillat et Yannick Bestaven, qui commence à se la prendre maintenant, eh bien, elle va arriver sur les hommes de tête dans une journée et demie. Donc ça nous envoie, oui, même plutôt jeudi. Je pense qu'ils vont la prendre plutôt jeudi jusqu'à une fin de semaine qui va être assez tonique pour les concurrents dans cet océan Indien. Et là, ils vont se prendre beaucoup de vent. Et le problème, c'est qu'il n'y avait plus vraiment de solution de sortie. C'est-à-dire que l'idée de passer sud, ce qui était la trajectoire, on va dire, des deux hommes de tête, de passer comme ça, et bien là, c'était plus possible, vu la trajectoire qu'a cette dépression. Donc, obligatoirement repasser plein d'or, donc ça va les ralentir. Donc ça va les mettre en grande difficulté, surtout que vous voyez que l'après-dépression, il y a quand même, voilà, les conditions de vent vont être impressionnantes là. Si on regarde en 48 heures, donc c'était juste plus possible. Ce qui ne va pas dire que la route va être facile, parce que comme ils remontent plein d'or, eux ils vont être ici. Mais ensuite, leur objectif, ça va être de redescendre sur la route de course. Sauf que vous voyez, ce vent violet, même s'il va être au portant, ça va être du vent qui va être extrêmement violent. Donc il va falloir faire attention. Je m'excuse, le chaton a décidé de rentrer dans la litière. Ceux qui regardent le cyclisme sont habitués. Donc ça veut dire que ça risque de faire un petit peu de bruit. Donc ça, voilà, c'est la situation pour les hommes de tête, en sachant qu'ensuite, il y aura une autre dépression qui est celle-là, parce que les deux se touchent, hein. Et puis, il y aura la troisième dépression. La troisième dépression, c'est celle qui fait un petit peu plus peur en ce moment. C'est celle qui va accompagner les bateaux à dérive. On va revenir sur les bateaux à dérive tout de suite, hop là, qui sont ici. Hop. Voilà, on va zoomer un petit peu. Donc les bateaux à dérive, en ce moment, ils ont déjà du vent qui est intéressant, mais qui est bien. Les conditions sont toniques, sportives, mais pas extrêmement dangereuses parce qu'il n'y a pas beaucoup de mer. Par contre, si on poursuit, 15-20 heures, voilà, demain 24 heures, ils auront toujours du vent intéressant. Voilà, il devrait être ici, hein. Donc vous voyez, pile dans le vent qui est bien, des situations bonnes. Par contre, dans 48 heures, quand ils seront là, vous voyez, le vent se renforce beaucoup. Et puis très vite, pour les derniers, il va y avoir cette grosse dépression-là qui va commencer à inquiéter pas mal, qui va amener de nouveau du vent fort, mais du vent qui devrait être plutôt bon. Mais cette dépression-là que vous voyez qu'on suit, en fin de semaine, elle va tomber sur les bateaux à dérive, donc ils vont avoir du vent fort, eux aussi, en fin de semaine, mais un petit peu plus tard
que les hommes de tête qui eux vont avoir vraiment la tempête dans 1 jour et demi, 2 jours normalement, donc mercredi soir, jeudi, normalement ça devrait quand même pas mal se renforcer au niveau des conditions climatiques, ça devrait être tonique, surtout que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc dans 48 heures, on va regarder ça tout de suite, mais on va regarder la mer sur cette dépression là, donc on zoome, on regarde les vagues, et vous voyez, c'est des creux qui sont assez impressionnants, c'est-à-dire que même dans cette zone là, ils vont avoir quand même entre 4-5 mètres de houle, donc 4-5 mètres de houle, c'est quand même beaucoup, en sachant qu'on est dans l'Indien en plus, donc déjà dans le Pacifique c'est beaucoup, mais dans l'Indien avec une mer qui va être potentiellement croisée, ça va taper extrêmement fort, et si on regarde même en ce moment, vous avez des concurrents qui ont une mer qui est un petit peu costaud. C'est le pack Justine Métro Clarisse Kremer. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Justine Métro, pardon. Vous voyez, ça tape beaucoup parce que la mer n'est pas du tout en place. Et c'est un peu pareil là, en ce moment pour Athanasio Dutreux qui doivent être dans des conditions qui sont quand même, qui sont moins tranquilles qu'avant. Avec du 2,50 m, 3 mètres de houle, mais encore une fois, une mer qui est pas du tout bien rangée. Au niveau du cap de Bonne-Espérance, surtout à la sortie du cap de Bonne-Espérance, qui est le cap des Aiguilles. Cette zone-là est assez complexe et on l'a vu avec Justine Métro, c'était pas forcément évident. Alors que les hommes de tête, eux, sont plutôt dans des conditions qui restent tranquilles, même si maintenant il n'y a plus vraiment de soleil, hein. Ils sont en pleine brume pour les concurrents de tête. Bon, on regarde sur tout ce qui s'est passé dans ces dernières heures et il s'en est passé, comme on dit dans le jargon, des vertes et des pas mûres. On commence avec Eric Bellion. Hop là, je vais essayer de zoomer sur lui. On retrouve Eric Bellion. Hop, vous voyez, il a glissé un petit peu dans le classement. Il a perdu des 1000 aussi parce que vous avez des concurrents qui vont vite, parce qu'il a quand même fait 383 000 dans les 24 dernières heures. Mais il y a des concurrents en bateau à dérive qui ont fait mieux, qui sont même pas loin des bateaux à foil, qui ont fait des belles performances. Si on regarde un petit peu Eric Bellion, petit souci de safran pour Eric Bellion, c'était tout le système pour descendre le safran qui était un petit peu endommagé. De ce qu'il a appelé la descente de safran, donc ce qui permet, je pense, de maintenir et de descendre un petit peu le safran en hauteur. J'ai oublié de regarder attentivement ce que c'était précisément comme pièce, mais c'est une pièce donc au niveau de la direction. Ça lui a pris quasiment la journée à réparer hier, donc ça a pris beaucoup de temps. C'était un peu le bordel même dans le bateau, mais c'est normal, hein, parce qu'il était concentré là-dessus, parce que forcément il y a des pièces comme ça qui sont hyper importantes sur un bateau. Le mât, safran, quille, ce sont des pièces où vous êtes obligé de réparer très vite, des salinisateurs également, moteurs pour recharger les batteries. C'est voilà, des pièces où vous êtes obligé de travailler dessus tout de suite dès qu'il y a un problème. Et c'est vrai que du côté d'Eric Bellion, eh bien voilà, il a fallu réparer, donc ça lui a pris du temps, ce qui lui a coûté un petit peu des 1000, même si on voit que son bateau va vite. Et encore une fois, je rappelle que Stanaz One, comme le bateau de Jean Lucam, ce sont des bateaux qui sont quand même de cette année, enfin de 2023. Ils sont sortis l'année dernière en juillet, je crois juin-juillet, du chantier naval. Donc c'est des bateaux qui ont peu d'expérience, c'est des bateaux voilà, qui vont avoir des problèmes de jeunesse, qui ne sont pas encore, je pense, à 100% de leur optimisation, loin de là. Donc c'est un peu le souci voilà, de ces deux bateaux. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, et c'est des bateaux qui vont encore progresser entre 2024 et 2028 s'ils sont repris par des concurrents après ce vent des globes. Mais voilà, donc Eric Bellion, problème de descente de safran, donc il a fallu réparer, ce qui a pris beaucoup de temps. Romain Athanasio, on va revenir sur Romain. Hop, Athanasio, alors lui c'est pas un problème sur le bateau en soi, c'est plutôt un problème physique. En fait, Romain Athanasio, il a percuté un objet flottant non identifié, un ovni comme on dit. En fait, grosso modo, il a touché un bidon qui traînait dans l'eau. Je rappelle que alors pourquoi il a touché un bidon? Parce que vu sa trajectoire, vous voyez, il n'est pas très loin des bateaux, des cargos en fait, qui passent désormais, qui contournent l'Afrique. Parce que je rappelle que du côté du Yémen, là, c'est plus possible. Avant, on passait comme ça, hein, les cargos, ils partaient de Chine, ils allaient comme ça, ils traversaient cette zone-là, le canal du côté de l'Égypte. Sauf que là, c'est plus possible, parce que vous avez toute cette zone-là, vous avez des pirates. Avant, il n'y avait que Djibouti, où c'était un peu chaud, maintenant, il y a aussi le Yémen. Donc, ils décident de contourner
Hop, hop, hop. Parce que je rappelle qu'au Yémen, il y a une bagarre entre les Hutus et les Tutsis. Donc, entre ces deux. Je sais pas comment on doit dire. Ces deux minorités, mais ce ne sont pas des minorités. Donc, ces deux. Oui, je ne sais pas comment on doit le dire. Mais entre les Hutus et les Tutsis, je vais retrouver le mot un jour. Je suis pas très bien réveillé aujourd'hui. Et donc, ce qui fait qu'on est obligé de contourner. Donc, ce qui fait qu'autour de l'Afrique du Sud, déjà quand on normal, c'était des zones qui n'étaient pas très propres. Là, c'est encore pire. Et donc, notre ami Romain Attanasio, pour faire simple, il a tapé un bidon. Donc, comme il a un système de safran relevable, dans ce genre de cas, quand vous frappez, quand vous avez un choc, le safran se relève automatiquement, sans qu'il y ait Romain Attanasio qui intervienne. Donc lui, il a vu le bidon, donc il a senti le safran aller se relever, sauf qu'il ne s'attendait pas à ce que ça fasse un arrêt buffet, ce qui a été le cas pour Romain Attanasio, donc il a fait un petit vol plané dans le cockpit, il s'est ouvert l'arcade, forcément l'arcade, dès que vous ouvrez l'arcade, ça saigne beaucoup, c'est une zone du corps où ça saigne, donc il a fallu se faire une petite réparation. Donc voilà, il a une arcade ouverte, mais ça lui a coûté forcément un petit peu de temps. C'est que ça coûte du temps et puis ça énerve un petit peu. Ça vous dit, oh, quelle bêtise, quelle connerie. Voilà, du côté de Romain Attanasio, je pense que ça a dû l'énerver un peu. Et puis pendant peut-être une heure, voilà, il a fallu se refaire une santé. Autre concurrent qui a eu un petit souci physique, on va retourner sur Antoine Cornic. Antoine Cornic hier avait fait une grosse journée de navigation, qui est toujours le dernier, on va dire, de ceux qui arrivent à tenir la cadence des bateaux à dérive de tête, même si ça commence à être un petit peu loin. 346 000 quand même de fait hier en 24 heures. Hier c'était des vitesses assez affolantes pour Antoine Cornic dans le vent. Il est toujours dans pas mal de vent, hein, Antoine Cornic, mais je pense que son objectif c'est d'aller vite en ce moment pour essayer de rattraper son retard. Le problème c'est que dans des conditions qui sont un petit peu musclées, eh bien Antoine Cornic s'est légèrement ouvert la main, petite plaie. Il n'a pas utilisé il n'a pas recousu sa main. Il a essayé d'utiliser de la colle, enfin, pas de la colle UU, hein, mais voilà, vous avez des petits systèmes maintenant de réparation de corps humain qui sont bien faits, donc un petit peu de colle pour ressouder la peau au niveau de la main, c'était au niveau de la paume de la main, voilà, pour ressouder au niveau de la main. Donc voilà, du côté d'Antoine Cornic, il a ensuite fait un bondage pour éviter que ça s'infecte, parce que ça c'est toujours le problème sur un bateau, c'est la probabilité que ça s'infecte. Donc il a réussi à éviter ce problème là, donc il est reparti à une bonne cadence. Autre concurrent qui a eu, lui, un problème plus important et qui n'est pas très loin, dont on va en parler, c'est Manuel Cousin. Manuel Cousin, vous voyez, sa moyenne, elle n'est pas exceptionnelle, hein, 223 000, 224 000 seulement de parcouru, et vous allez voir sa trace, elle n'est pas jolie sa trace. Alors, regardez, il a fait un petit zigouigoui, là, il nous a fait une petite boucle, c'était pas fait exprès. Et en fait, il a tapé dans la nuit de dimanche à lundi, c'est-à-dire pas la nuit précédente, la nuit encore d'avant, il a tapé fortement, un objet flottant, il ne sait pas trop ce qu'il a tapé, Manuel Cousin, donc un choc important. Donc il a attendu le petit matin pour voir s'il n'y avait pas de dégâts sur son bateau, parce que donc il a regardé sur la partie supérieure du bateau, il n'y avait pas de dégâts, mais les parties qui sont dans l'eau, ça c'est plus compliqué. Donc il a attendu le matin pour regarder safran, quille, notamment pour Manuel Cousin et même une partie de l'étrave du bateau. Sauf que pour regarder la quille, il y a une solution. Si vous voulez pas plonger dans l'eau, il faut basculer complètement la quille, mais c'est une situation où le bateau est assez instable. Donc il faut le faire dans peu de vent, d'où le petit zigouigoui à ce moment-là, pour être contre le vent, pour que ça aille moins vite, pour affaler les voiles également. Et donc il a montré sa quille. Elle est un petit peu endommagée sur le devant, c'est-à-dire que, alors endommagée, en fait elle a perdu sa peinture. Vous voyez qu'il y a eu un choc au niveau de la quille, c'est que sur l'avant, la pointe du devant de la quille, vous avez un petit éclat de peinture, on va dire ça comme ça.
Donc il va falloir quand même regarder ça, parce qu'il ne faudrait pas que ça se délamine, il ne faudrait pas qu'il y ait voilà, des soucis au niveau de la quille, parce que là, bah ouais, la peinture s'est retirée légèrement. Donc vraiment sur l'avant, mais il ne faudrait pas que la situation s'étende du côté de Manuel Cousin. Donc Manuel Cousin qui a eu très peur, parce qu'il pensait que sa course voilà, était peut-être terminée. Donc il a repris timidement, on va dire, en termes de rythme, pour voir si le bateau va bien. Il a dû reprendre certainement la barre à un moment pour voir les sensations sur le bateau. Donc ça vous fait perdre beaucoup de temps. Donc voilà, du côté de Manuel Cousin, un petit problème. Encore une fois, dans les concurrents plutôt à l'arrière, vous avez juste derrière lui Dennis Van Venberg. Dennis Van Venberg, lui, il a un problème d'hydrogénérateur. C'est-à-dire qu'il a 2 hydrogénérateurs sur son bateau, donc à côté des safrans, un petit peu plus à l'intérieur du bateau normalement. Et il y a un de ces supports d'hydrogénérateur qui a, enfin pas un support, ouais, c'est une sorte de support d'hydrogénérateur qui a cassé. Je vais essayer de vous décrire la pièce en question. Il s'en a aperçu quand il faisait un tour du bateau. C'est vrai que les concurrents, tous les matins, font un check-up du bateau pour voir voilà, s'il n'y a pas un bout qui est cassé, un truc qui traîne, le mât qui est brinque-ballant, je sais pas quoi. Donc là, il a vu que son hydrogénérateur, ça commençait à se casser. Donc en fait, l'hydrogénérateur, pour vous expliquer, vous voyez mon stylo, hop, vous avez une tige. La tige, on la rentre dans l'eau. Bam. Au bout, vous avez une hélice, qui est comme ça. Sauf que l'hélice, comme sur les pales, pour qu'elle soit maintenue à la tige, il faut un support. C'est ce support-là qui a cassé. Donc c'est quand vous regardez une éolienne, c'est le rond du milieu de l'éolienne. C'est à peu près ça, on va dire, qu'a cassé. Donc c'est le support qui maintient les pales des hélices en place. Donc il permet à l'hydrogénérateur de fonctionner correctement. Il a cassé une, 2 hélices, mais ça c'est pas un problème. Encore une fois, comme je vous le disais, sur un hydrogénérateur, casser des hélices c'est normal, c'est du consommable. Mais le problème c'est qu'il veut essayer de réparer ce système-là. Il faut trouver des conditions tranquillotes pour réparer, où il n'y ait pas trop de soucis, et forcément il va falloir de la colle, il faut que ça tienne, donc ça prend un petit peu de temps du côté de Dennis Vandenberg, donc lui aussi qui a un petit peu ralenti, 265 000. On continue avec les concurrents de l'arrière de la flotte, parce qu'il y en a un autre qui a eu un problème, c'est Jing Kun Chiu. Là aussi vous voyez Jing Kun Chiu qui a également ralenti. Pourquoi du côté de Jing Kun Chiu? Eh bien un problème de foil, un problème de boot de foil, donc ce qui est arrivé à Sébastien Simon, ce qui est arrivé à Bestaven. Le boot qui permet de descendre, monter le foil, parfois de le basculer sur certains bateaux un petit peu plus anciens. Donc je pense que ça doit être le cas de Jing Kun Chiu. Donc on fait ça avec des boots. Des fois vous avez des systèmes hydrauliques pour les foils, mais il y a aussi des systèmes avec des boots. Et bien là, du côté de Jing Kun Chiu, le boot a cassé, donc il a dû réparer son boot, ce qui a forcément pris un petit peu de temps, ce qui n'a pas pu arranger l'épaule du côté du concurrent chinois, mais qui n'en a pas parlé de nouveau, donc je ne peux pas vous faire un point sur la situation de son épaule. Mais voilà, du côté de Jing Kun Chiu, il a fallu faire cette réparation au niveau du foil, ce qui a pris forcément un petit peu de temps. Il y a encore 2 concurrents dont je ne vous ai pas parlé à l'arrière de la flotte. On va faire tout le monde à l'arrière de la flotte, tiens. Fabrice Amedeo, il a dû retirer un filet de pêche qui a été pris dans sa quille. Donc là aussi, qui aurait pu être sérieusement endommagé par ce filet de pêche. Lui, il est voilà, en pleine mer. Il faut savoir que encore une fois, la mer est très sale, hein. Donc vous pouvez retrouver un petit peu des petites merdes qui dérivent, même dans des zones comme ça, éloignées de toute habitation, parce que là où se situe Amedeo, vous voyez, c'est assez loin de toute habitation. Et bien, du côté de Fabrice Amedeo, donc voilà, problème de filet de pêche dans la quille, donc c'est toujours un petit peu chiant. Voilà, il faut réussir à retirer tout ça. Il y avait Athanasio aussi, qui avait eu ça il y a 1 jour ou 2 jours, problème de filet de pêche dans la quille, il l'avait dit en vidéo, donc voilà, toujours un petit peu chiant ce genre de problème. Et puis on termine avec Sam Goodchild, lui qui est à l'avant de la course. Sam Goodchild,
7ème, hein, toujours très proche de Bestaven. Bestaven n'arrive pas à remonter dessus. Il y a même Paul Meillat qui est plutôt en train de revenir sur Bestaven, qui retrouve du vent. Lui, il commence à voir le début de la dépression arriver sur lui. Bien, Seb Kuchar avait un problème de pilote automatique. Sur un bateau de compétition, vous avez plusieurs pilotes automatiques. Vous en avez un principal et des de secours. Le principal fonctionnait bien. Le problème, c'était son deuxième pilote de secours. Lui, il a 3 pilotes automatiques. Il y en a certains qui en embarquent que 2, certains 3, certains 4. Voilà. Ça dépend des équipes, ça dépend des personnes. Lui, il en a 3, c'est-à-dire qu'il en a 2 qui sont similaires. Les 2 premiers sont similaires. Il en a un troisième qui est un pilote automatique moins bon, moins fort, c'est-à-dire qui ne s'adapte pas forcément au vent, par exemple, qui voilà, va être moins fiable en termes de trajectoire, qui est vraiment juste là pour aider vraiment dans des situations un petit peu critiques. Le problème, c'était son deuxième pilote automatique, donc celui qui est similaire au premier, donc similaire au principal, qui ne fonctionnait plus. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait plus qu'un pilote automatique de secours et encore une fois un pilote qui n'était pas exceptionnel. Et donc, grâce aux équipes à terre, grâce à l'équipe de son partenaire, donc qui a fabriqué le pilote automatique, il faut savoir que les pilotes automatiques, il y a plusieurs marques qui apportent donc leurs aides aux équipes, eh bien, ils ont réussi à trouver une solution pour réparer ce pilote automatique. J'ai fait une petite coupure parce que j'ai eu un petit chat dans la gorge. On passe, trophée Jules Verne. Pourquoi je vous parle du trophée Jules Verne? Parce que là aussi, il y a eu un problème technique pour un des concurrents. Vous voyez, vous ne voyez plus qu'un bateau en course pour le moment. Eh bien, parce que SVR Lazartigue a abandonné sa tentative de record. Donc SVR Lazartigue avec comme équipage, comme ça je ne vais pas dire de bêtises, parce que hier j'ai dit des bêtises au niveau des noms. Voilà, souvent je fais des petites bêtises voilà, au niveau des noms, il faut le savoir. C'est quelque chose que je fais assez, voilà, assez régulièrement. Donc ça va s'afficher normalement. Donc, dans l'équipe du côté du trimaran, donc avec Tom Laperche, Pascal Bidégory, Amélie... ils m'ont pas mis les noms. Tissalopio. Je pensais qu'ils avaient mis les noms sur la carte. Mais avec voilà, ce bateau donc, composé donc, de 6 personnes, donc Pascal Bidégory, Tom Laperche, François Gabard. J'ai eu un de ses copains qui m'a envoyé hier un message dans les commentaires, donc je vais le retrouver. Je vais le retrouver facilement, j'espère. Hop, hop, hop. Amélie Grassi, voilà, qui était sur le classe 40, la boulangère bio. Voilà, donc Amélie Grassi, voilà, qui est aussi dans ce projet. Et bien donc problème, ils ont tapé au niveau du foil tribord. Voilà, casse au niveau du foil tribord. Donc tentative terminée, il rentre du comté de Concarneau pour réparer. 2 solutions en termes de réparation, soit ils refont un foil complet, mais ce qui prend du temps, ils refont une paire de foils. Soit ils utilisent le foil de secours, donc un foil de secours qu'ils ont déjà en stock pour pouvoir repartir rapidement. L'idée est de ne pas attendre quand même 6 mois avant de repartir. 6 mois, ça ne sera pas possible, donc il faut soit pouvoir réparer rapidement le foil et que ça soit solide, soit récupérer le foil de secours. Ce qui fait que pour le moment en course, nous n'avons pu que Sodebo dans cette tentative de record du monde. Sodebo qui continue pour le moment. À 11h, Sodebo a 244 000 de retard. C'est une situation qui s'est à peu près stabilisée par rapport à hier. Il m'a enlevé les prévisions
Hop, je vais les remettre là. Du côté des prévisions météo, vous voyez, le vent est, bon voilà, il est dans les alizés. Eux, ils ont des alizés, ce qui n'est pas le cas pour les concurrents du Vendée Globe. Donc ça devrait en plus les pousser vraiment bien au niveau de la situation du poteau noir. Puis après, à la sortie du poteau noir, bon là, ça sera quelque chose de différent. Mais pour le moment, voilà, ils sont vraiment bien en place, bien en position du côté des concurrents de tête. Et puis, il faudra commencer à envisager les dépressions dans les heures à venir si on fait évoluer un petit peu la météo. Pour l'instant, voilà, le vent est vraiment très bien, très stable. Toujours ce vent d'est, ce vent de nord-est qui pousse les bateaux dans les alizés. Donc ça se passe plutôt bien pour Sodebo. Allez, on poursuit avec le classement du côté de la course, du côté du Vendée Globe. Donc vous voyez du côté de Charlie Dalin et Sébastien Simon qui étaient partis plein sud, donc qui avait créé un décalage par rapport à Johan Richomme et par rapport à Thomas Ruyant. Eh bien, ils sont obligés de remonter désormais, ce qui ne va pas être facile pour eux, pour deux raisons. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, et deuxièmement, quand vous êtes obligé un petit peu de remonter comme ça en catastrophe, gérer en dernière minute, déjà vous ne passez pas des nuits très sereines, parce que vous savez que si vous ne remontez pas, ça peut être un petit peu la fin du Vendée Globe et la casse du bateau. Et deuxièmement, ça veut dire que vous devez suivre, on va dire, une route assez stricte. Vous ne pouvez plus jouer avec le vent pour remonter facilement. Et quand vous êtes obligé de suivre, on va dire, une route assez stricte, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser la situation météo à 100%. Donc, c'est-à-dire que vous allez un petit peu moins vite. Donc, c'est le cas de Charlie Dalin et Sébastien Simon. Je vais vérifier quand même du côté de Sébastien Simon. Mais voilà, qui étaient descendus sud et qui sont obligés de remonter. C'est différent pour Johan Richomme et Thomas Ruyant. Johan Richomme, lui, a décidé de le faire avant. Donc, on va voir sur la carte, hop, là, bien précisément, hier, 11h, lui, il avait commencé à entamer cette remontée vers 13h30, alors que les autres continuaient quand même largement à descendre dans le sud. Et vous voyez, surtout vers 4-5 heures du matin, leurs routes se sont séparées énormément, parce que là, vraiment, Johan Richomme est remonté sur la trajectoire de Thomas Ruyant. Donc ce qui fait que vous avez un énorme écart désormais de 1000 qui s'est accentué ces dernières heures. C'est normal que Johan Richomme soit désormais à 200 000 car les trajectoires sont bien différentes au niveau nord-sud pour le moment. Donc ça fait des grosses différences, des gros écarts de 1000. Il faudra voir dans 2-3 jours si cet écart perdure et si ce choix stratégique a été bon ou s'il n'a pas été bon. Mais là c'est compliqué d'imaginer pour le moment. Thomas Ruyant, lui, il avait décidé hier déjà de faire ce choix stratégique, donc de partir, de commencer sud et de remonter très nord, en sachant qu'il a toujours été plus nord que ses petits camarades quand ils étaient tous les 4 groupés. Donc Thomas Ruyant, qui hier avait quand même pas mal de retard, notamment sur un Johan Richomme. Si on prend hier 11h, vous voyez Johan Richomme, Thomas Ruyant, il y avait 140 000 d'écart. Eh bien, l'écart s'est réduit au fur et à mesure, et notamment pendant la nuit. Et vous voyez que désormais, l'écart, c'est de 180 000, donc ça s'est un peu réduit. 276 000 de parcouru en 24 heures pour Johan Richomme, contre 220 pour Thomas Ruyant, mais vous voyez sur les 4 dernières heures, 46 000 de parcouru pour Thomas Ruyant, contre seulement 25 pour Johan Richomme, avec une VMC, vous voyez, négative, car il n'est pas dans le sens du vent, tout simplement. Sébastien Simon, lui, va moins vite aussi, et Charlie Dalin, pareil, on est sur des moyennes à 33-36 000, ce ne sont pas les bateaux les plus rapides pour le moment. Les bateaux les plus rapides, ils sont un petit peu de plus derrière dans la flotte. Derrière, ceux qui avaient choisi déjà cette option nord dès le départ, c'est-à-dire le groupe de 5 de derrière, Bestaven, Luven, Paul Meillat, vous avez également Sam Goodchild dans ce petit groupe-là et Jérémy Bayou. Eh bien, eux profitent en ce moment d'être déjà sur la bonne trajectoire et surtout les concurrents de derrière, c'est-à-dire Paul Meillat, qui est en ce moment l'un des bateaux les plus rapides, et Yannick Bestaven, qui certes ont eu pas mal de molles hier, donc ont pris un petit peu de retard. Si on prend Yannick Bestaven hier, vous voyez, bon, il a pu dormir, Yannick Bestaven, il a fait des bonnes nuits, mais devant ça s'échappait un petit peu. Vous voyez, Thomas Ruyant s'échappait, un peu tout le monde s'échappait devant, les hommes de tête, mais maintenant il a beaucoup de vent, donc il va rattraper du retard aujourd'hui par rapport à Charlie Dalin et
Sébastien Simon, qui eux vont être bloqués dans de la molle. Ça va être un petit peu pareil pour Johan Richomme, donc ils vont voir les concurrents revenir de l'arrière, et notamment ces concurrents-là, voir Jérémy Bayou, Nicolas Duvan, qui devraient récupérer du vent dans la soirée. Donc ça se passe plutôt bien, et c'est Paul Meillat qui en profite en ce moment, lui qui avait été complètement bloqué au niveau du Cap de Bonne-Espérance, et bien retrouve des très bonnes vitesses. Des concurrents qui ont passé une nuit moyenne, c'est Justine Métro, Samantha Davis, Boris Herman, qui eux ont eu une nuit musclée ces dernières heures. Justine Métro a quand même fait 409 000 en 24 heures, et c'est eux qui en ce moment ont des très très bonnes vitesses avec Benjamin Dutreux, et surtout changement au classement général. Justine Métro prend la 10e place à Samantha Davis pour le moment. Donc à 11h, ça ne m'a pas remis le classement de 11h correctement, bien entendu comme d'habitude. Donc voilà, petit changement au niveau du classement général. Voilà, Justine Métro qui a pris la 10e place en ce moment à Samantha Davis avec un passage plus au sud. Donc c'est-à-dire qu'elle fait moins de chemin pour contourner l'Arctique. L'objectif est de contourner le pôle. Voilà. Donc du contourner la zone ici tout le long. Donc ça va être c'est l'Arctique ou l'Antarctique, je sais jamais. De passer par le pôle, donc de contourner le pôle, comme ça on se dit pas de bêtises du côté de Justine Métro, donc qui est juste devant Samantha Davis. Hein. Vous voyez l'écart entre les deux est extrêmement réduit et ça va vite en ce moment pour Justine Métro, 423 000. Et pour Samantha Davis, c'est surtout Boris Herman, parce que là, il est dans des conditions idéales pour son bateau, Boris. Et vous voyez que les moyennes sont pas mal. Et Clarisse Kremer, elle est un petit peu derrière, un petit peu distancée. Si on suit Clarisse Kremer, voilà, sur les 24 dernières heures, elle a perdu un petit peu de temps. Voilà, mais ça reste tout à fait raisonnable pour le moment. Voilà, elle a peut-être pris un petit peu moins de risques. Par contre, il y a deux concurrents en ce moment qui vont vite. C'est Benjamin Dutreux, 450 000 quasiment de parcouru, et Romain Attanasio. Benjamin Dutreux qui hier repassait devant, hier 11h, il repassait devant Romain Attanasio au classement, et qui depuis a augmenté son avance. Car désormais il y a une quarantaine de mille d'écart entre les deux. Louis Burton en ce moment rentre dans une zone avec un petit peu moins de vent, mais pour la dépression qui arrive de derrière, ça devrait être pas mal, il devrait être très très bien positionné. Par contre, il faudra qu'il gère cette zone de transition où vous avez Damien Seguin à l'intérieur de cette zone de transition, et Pipe Air qui commence à y rentrer, parce que eux ils sont en train de perdre cette dépression là qui avance, celle qui va tomber sur les concurrents de tête, mais ils vont récupérer celle de derrière, celle qui en ce moment emmène les bateaux à dérive, notamment Antoine Cornic, que vous voyez très rapide en bas. Donc Isabelle Yoshke qui a eu le malheur d'avoir les concurrents de derrière le revenir sur elle. Eh bien en ce moment, belle vitesse, 422 000 et surtout 70 parcourus sur les 4 dernières heures, c'est-à-dire 20 de plus que Jean Le Cam sur les 24 dernières heures. Jean Le Cam qui va quand même à 380 000, mais ce n'est pas encore le bateau à dérive qui est allé le plus vite sur les 24 dernières heures. Le bateau à dérive qui est allé le plus rapidement, c'est Tanguy le Turquet déjà avec 438 000, mais je crois que c'est surtout Guirec Soudé qui est allé vite. 420 000. Non, maintenant c'est de nouveau Tanguy le Turquet qui est allé à 438 000 avec Lazare. Encore une fois, ce n'est pas une surprise du côté de Tanguy le Turquet, car il a des voiles pour le mer du Sud. Il a décidé de faire un bateau très fiable. L'objectif est de pouvoir cravacher dans les mers du Sud. Donc Tanguy le Turquet, ça ne m'étonnerait pas qu'il aille dans des zones avec un peu plus de vent. Peut-être comme Antoine Cornic aussi, parce qu'ils savent que leur bateau est fiable. Donc ils peuvent prendre un petit peu plus de risques, comme Boris Herman, que d'autres concurrents qui ont peut-être un peu plus joué sur la vitesse de leur bateau. Donc voilà, en ce moment c'est Tanguy le Turquet, en sachant que la bagarre, donc Jean Le Cam toujours 20e, on en a la bagarre des bateaux à dérive. Si on regarde, Benjamin Ferré est à 60 000 à peu près. Tanguy le Turquet qui est 3e désormais de ce classement est à 100 000 de Jean Le Cam, donc c'est vraiment pas grand chose du tout. Violette d'Orange, où elle est un petit peu plus au nord. Violette d'Orange, 391 000 de parcours, ce qui doit être son record je pense en 24 heures pour Violette d'Orange avec cette IMOCA Hubert. Donc on voit au final qu'entre l'ancien bateau de Jean Le Cam et le nouveau, Violette d'Orange a fait 10 000 de plus, donc les différences
Alors, en sachant que le bateau Luber est un bateau totalement optimisé, ce qui n'est pas totalement le cas du bateau de Jean-Luc Ham. Mais on voit que la situation est, voilà, ça va vite pour ces bateaux-là. Et puis on voit Kojiro, belle moyenne, hein, Kojiro, hein, plus vite qu'Isabelle Yoshke, avec 428 000 de parcouru. Je crois que c'est même plus qu'Alan Roura. Ouais, c'est quasiment autant qu'Alan Roura, qui est pourtant un bateau plus moderne. Et c'est mieux qu'Arnaud Boissière. Donc c'est vraiment pas mal pour Louis. Et Louis Duc, où il est Louis Duc? Que je le retrouve, et bien Louis Duc, lui, va à 416 000, donc ça va vite aussi, ça va plus vite que Jean-Luc Ham, donc ça a tendance un petit peu à revenir de l'arrière en ce moment en termes de vitesse, et je voulais vérifier donc les vitesses de Charlie Dalin sur les 24 dernières heures, donc c'est 30 000 sur les 4 dernières heures, 33 pour Sébastien Simon, et Yoann Richaud, lui, il est empêtré dans de la molle en ce moment, mais tous les bateaux de tête, en fait, sont empêtrés dans la molle, et celui qui en profite bien, c'est Paul Meillat dans l'affaire, avec 449 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. On regarde un petit peu donc les statistiques sur les 24 dernières heures. Celui qui a fait le plus de 1000 juste devant Paul Meillat, c'est Benjamin Dutreux. Benjamin Dutreux, on va le montrer, tiens, sur la carte. Parce qu'il est à côté de Romain Athanasio. Voilà, Benjamin Dutreux. Hop, je vais vous le montrer. Eh bien, c'est lui qui a fait le plus de 1000 en 24 heures avec 450 000 de parcouru, c'est-à-dire 832 km. Juste devant Paul Meillat, hein, il y a seulement 600 mètres qui séparent la performance des deux concurrents. Et donc le troisième, eh bien, c'est Tanguy Le Turquet qui a fait une excellente journée avec son bateau à dérive sur Lazare, donc qui est pas très loin, hein, seulement 20 km de moins que Paul Meillat, et pourtant Paul Meillat c'est un bateau moderne sur biotherme, et 20 km de moins que Benjamin Dutreux, donc avec deux bateaux à foil, et ça veut dire qu'il a été plus vite qu'un Louis Burton et surtout qu'un Alan Roura. Et Alan Roura, il est dans le même schéma météo que lui, et qui est 5e au niveau du nombre de 1000 de parcourus. Juste devant Kojiro Shiraishi, on retrouve ensuite à la 7e place Justine Métro, Pip Air est 8e, Isabelle Yoshke 9e et Boris Herman 10e, en sachant que contrairement aux autres journées où parfois on avait des gros écarts entre le 10e et le premier du classement des 1000 parcourus en 24 heures, et bien là il y a seulement 50 000 de différence, donc même pas 50 000 de différence, pardon, 30 000, non même pas 30 000, je vais y arriver, 20, 46, 30 000 de différence entre Boris Herman et Benjamin Dutreux, ce qui représente une cinquantaine de kilomètres. La différence entre Salboge-Verès et Charlie Dalin pour le moment, 7800 km, en sachant que Salboge-Verès, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Pour finir, Salboge-Verès, qui est vraiment lui en complet solitaire pour le moment, c'est comme s'il faisait une tentative de record du monde. Eh bien, il a fait 266 000 de parcouru. Ah oui, puis je voulais parler de Guirec Soudé. Je ne sais pas si vous avez entendu le prochain projet de Guirec Soudé. Donc là, il veut faire le Vendée Globe, il veut finir le Vendée Globe. Son objectif l'an prochain ou dans 2 ans, c'est une tentative qui a été essayée à de multiples reprises, souvent avec peu de réussite. Le dernier à l'avoir fait, c'est Yves Le Blévec avec un multicoque, ça s'était pas bien passé du côté du Cap Horn. C'est d'essayer avec son monocoque de faire le record du monde en solitaire, sans escale, du Tour du Monde, mais pas dans le sens Vendée Globe, dans ce qu'on appelle le sens inverse, c'est-à-dire contre les dépressions des mers du Sud. Et là, c'est costaud, parce que ça veut dire beaucoup de navigation auprès, et c'est beaucoup plus long dans ce sens-là, donc ça va être son nouvel objectif à Guirec Soudé. Bon, et puis on termine avec l'écart entre le record et Armel Lecléache. J'arrive toujours pas à comprendre leurs statistiques, mais je pense que Charlie Dalin est en retard par rapport à Armel Lecléache. Je dirais qu'il y a 547 000 d'avance pour Armel Lecléache par rapport à Charlie Dalin, mais je trouve que c'est toujours pas clair leur système. On va peut-être même faire à notre manière, c'est-à-dire qu'on va regarder à l'affichage. Je vais prendre le record, voilà, d'Armel Lecléache. Armel Lecléache était, voilà, ici sur la carte, donc en avance par rapport aux deux autres concurrents que sont Charlie Dalin et Sébastien Simon. Voilà, au même moment pour la course, donc vous voyez visuellement l'écart, c'est bien 500 000 à peu près de différence, mais sur la trajectoire propre, c'est plutôt 350 000 d'écart. Voilà, si on devait faire des stats. Bon,
Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Allez, ciao ciao!